Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Toujours un plaisir d'être avec vous pour la grande édition du journal en langue française. Et tout de suite, voici les grands titres. Les opérations de lutte contre les attaques cybernétiques occasionnent des dépenses de l'ordre de 4 milliards de dollars américains. En tout cas, c'est ce qui ressort des propos du directeur général de Smart Africa, Lansina Kone, lors de la conférence sur la cybersécurité qui se tient à Kigali. Et puis la réserve naturelle de Nyungwe au sud-ouest du Rwanda reste l'une des innombrables sites protégés qui font la richesse du continent africain. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que les opérations de lutte contre les attaques cybernétiques occasionnent des dépenses d'une bagatelle somme de 4 milliards de dollars américains au continent, et ce, chaque année. C'est ce qui ressort des propos du directeur général de Smart Africa, M. Lansina Conté, qui a donc fait cette indication ce mardi au cours de la réunion qui rassemble à Kigali plusieurs partenaires en cybersécurité sur le continent africain et d'autres partenaires venus d'ailleurs. Kassim Youssouf nous en dit plus ici. Les participants à cette réunion indiquent cependant que la technologie informatique est la clé du développement de l'Afrique et du monde en général. Ils déplorent par ailleurs la faible contribution des femmes qui interviennent dans la cybersécurité et que beaucoup de pays n'ont pas encore mis en place des organes spécialisés chargés de la sécurité cybernétique. Au cours des 3 dernières années, l'investissement en rapport avec la cybersécurité au Rwanda a triplé. Dans le cadre de la lutte contre des attaques cybernétiques, des sociétés financières et des entreprises de communication ont mis en place un système de protection qui, de manière permanente, est révisé afin de protéger les clients. 90% d'entreprises sur le continent africain sont considérablement affectées par des attaques cybernétiques qui entraînent des pertes colossales de dollars américains, entravant le développement du continent dans différents secteurs. Participent à cette réunion des formateurs et d'autres services relatifs à la cybersécurité en provenance d'un peu partout dans le monde. Merci beaucoup à Kassim Youssouf, toujours en marge de la Cybertech Africa 2024 qui se tient à Kigali. En tout cas, certains participants exposent les services qu'ils fournissent, dont la protection à l'aide de l'outil informatique et des formateurs dans ce domaine. Participent également à cette exposition. Les participants à l'exposition en provenance du continent et d'ailleurs dans le monde déclarent avoir apprécié le marché du Rwanda et affirment ce marché peut fournir des services de points d'accès à d'autres marchés au niveau de la région. La plupart des participants à cette exposition estiment que le marché africain nécessite des spécialistes en cybersécurité car l'on observe la recrudescence des attaques cybernétiques à hauteur de 30%, en tout cas selon les chiffres avancés par les spécialistes dans ce domaine. Et ceci nous mène forcément à la cybercriminalité et la législation. Voilà pourquoi dans ces studios, nous avons le plaisir d'accueillir l'avocate Lucie Pema. Elle est citoyenne camerounaise. Elle est avocate à Right Justice Partner Law Firm, c'est ça? Exactement. Bienvenue dans le studio. Merci. Voilà, vous participez à cette conférence de Kigali. Déjà, au niveau de la législation, vous participez en tant qu'avocate, oui.
Quel est l'intérêt pour vous, en tant qu'homme de droit, déjà de participer à cette conférence qui, de prime abord, on peut dire, OK, ça ne concerne que les gens qui évoluent dans la cybertech? D'abord, de prime abord, c'est d'abord l'acquisition des connaissances. On a énormément besoin de connaissances par rapport au fait de pouvoir protéger nos clients, parce que nos clients, on a une diversité de clients. On a des clients maintenant qui veulent s'assurer que la protection de leurs données, la protection de leur personnalité sera garantie, que leur vie privée il y aura une réelle protection. Et donc, cette conférence, c'est justement pour acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir accompagner nos clients de toutes les façons et leur garantir que nous saurons répondre quand il y aura un problème de cybercriminalité. Répondre, cela requiert aussi des connaissances. Aujourd'hui, par rapport à la législation au niveau du continent africain, est-ce que la cybercriminalité, déjà, c'est un nouveau concept, disons-nous la vérité, c'est quelque chose de nouveau que le continent découvre. Est-ce qu'au niveau de la législation, qui est votre domaine de prédilection, êtes-vous outillés, êtes-vous à la hauteur déjà de ce concept et surtout des dégâts que cela peut causer? Alors, oui, nous sommes outillés parce qu'il y a des textes, il y en a énormément. Il y a 41 pays africains qui ont des textes de loi. C'est vrai que ces textes de loi prennent de différents noms, mais tous tournent autour de la cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité, ça prend plusieurs visages. Ça peut être le détournement, quand on attaque un compte bancaire, ça peut être des informations personnelles qui sont mises à nu. Voilà, donc ça prend tellement d'ampleur qu'il y a beaucoup de textes de loi et il y a aussi la Convention de l'Union africaine qui a établi une charte sur la cybercriminalité. Maintenant, tout cela existe. On a un souci, c'est par rapport au fait que la technologie avance à un point où, au moment où, par exemple, la Convention sur la cybercriminalité de l'Union africaine était signée, on devient obsolète, on devient très vite obsolète. Donc, il faudrait que les hommes de loi se mettent à la page, il faudrait tout le temps actualiser ces textes de loi, mais on est outillés, on est assez outillés niveau texte de loi. Texte de loi, mais cela implique également une certaine implication des pays, une volonté politique, mais surtout l'investissement et surtout l'éducation. Est-ce qu'au niveau de l'éducation aujourd'hui, au niveau des hommes de droit, on a changé parce que les crimes ont changé désormais de visage et surtout d'agissement. On maîtrise mieux, ou on connaît mieux déjà au niveau de la conception de crimes, au niveau de l'éducation. Ça s'est défini toujours de la même façon aujourd'hui? Alors, justement, comme on a acquis les codes pénaux de la colonisation, on était trop, en Afrique, on était trop vraiment centré sur ces codes pénaux. Donc, il était difficile maintenant on a un nouveau type de criminel. Comment doit-on légiférer? Comment doit-on le punir? Il y a ce souci-là. Comment doit-on punir? Parce que le criminel a changé de main. Maintenant, on les appelle les criminels à main propre. Ils ne se salissent plus la main. Donc, il y a ce petit souci, je dirais, parce que on connaît qu'ils existent, on connaît la façon d'attaquer. Maintenant, comment réussir à les atteindre? Il faut dire que l'outil informatique, les noms de domaine, les outils, tout cela, c'est une question de territorialité. Alors, le criminel qu'on connaissait aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de faire criminologie à l'université. Bien entendu, pour quelqu'un qui fait le droit, forcément, on fait la criminologie. Donc j'ai eu ce cas, et on nous décrivait que le criminel, il doit avoir tel visage, il doit être comme ça. Et là, on se retrouve en tant que juriste, on est perdu parce que ce criminel à la main propre, ce n'est pas celui-là qu'on nous a appris. Donc les traits traditionnels d'un criminel ne sont plus ceux qu'on apprend sur le banc de l'école, à l'université. Comment faire maintenant? Aujourd'hui, est-ce qu'on a des modèles sur le continent? Est-ce qu'il y a des pays, il y a des gens qui sont sortis du lot
par rapport déjà à cette matière? Avons-nous avancé? Alors, on a les pays comme l'Égypte, l'île Maurice, on a le Rwanda qui est parmi le top 10 selon Ecofin, qui sont sortis du lot au niveau de la cybercriminalité, au niveau de la défense de la cybercriminalité, de la cybersécurité. Ce que, à mon avis, il faudrait faire, c'est justement pouvoir que ces pays-là qui sont sortis du lot, parce que aussi ce sont ces pays-là qui sont le plus touchés par la cybercriminalité, ces pays qui ont le plus besoin de la cybersécurité, il faudrait qu'il y ait justement cet élan d'éducation, que l'on puisse sensibiliser, pas que forcément le justiciable, que l'on puisse sensibiliser vraiment même, je dirais, même la plus petite population, même le jeune garçon, au danger de la cybercriminalité. Aujourd'hui, on a les enfants qui prennent plaisir à jouer pendant des heures, des enfants qui, à 13 ans, se retrouvent sur des pages TikTok, Instagram. Il faudrait pouvoir protéger cela. Il faudrait pouvoir encadrer cela pour que ça ne dépasse pas et qu'on ne se retrouve pas, en fait, dans des soucis. Je vous retiens encore pour quelques minutes, mais on me dit qu'on est rejoint par Skype, par Victor Nyindi. Lui, il est spécialiste de la communication. Victor, bienvenue dans nos studios, bien que vous n'êtes pas présent. Vous êtes un habitué, vous êtes de la communication, forcément les médias, vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, Victor, la cybercriminalité, la cybersécurité, aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau des entreprises, parce que vous travaillez beaucoup avec les grandes entreprises, des grandes boîtes. Est-ce qu'on s'investit davantage? C'est une priorité, la cybersécurité pour les grandes boîtes avec lesquelles, par exemple, vous travaillez ou d'autres partenaires? Merci beaucoup, Eddy. Alors, effectivement, la cybercriminalité est d'actualité ici au Rwanda, d'autant plus qu'il y a des institutions qui ont été mises en place, notamment National Cyber Security Authority, qui porte le projet de mettre en place donc une régularisation sur la protection des données personnelles et qui va être implémentée au Rwanda à partir du 15 octobre 2023. Et c'est dans cet ordre-là que les entreprises grandes et petites devront au Rwanda notamment être en conformité avec les règles de protection des données personnelles. Ça concerne les banques, ça concerne les télécoms, ça concerne les assurances, mais aussi les hôpitaux et les écoles, car tous les jours, elles traitent des données personnelles, que ce soit les identifiants, que ce soit des coordonnées géolocalisées, que ce soit bien sûr les comptes en banque. Donc effectivement, on a à cœur d'avoir ces données personnelles protégées, sécurisées, mais aussi gérées par des institutions qui ont les références que donnera National Cyber Security Authority, notamment avec son bureau DPO, donc Data Protection Office, qui font un travail d'éducation et de sensibilisation auprès des grandes et petites entreprises ici au Rwanda. Victor, Lansina Koné, dans son mot d'ouverture cet avant-midi, il parlait de chiffres quand même effrayants. Quand on parle d'autant de milliards, on parle de 40 milliards de dollars américains que le continent perd chaque année dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité que les États accordent à cette protection et aussi les clients aujourd'hui ne vivons pas dans une sorte, quand on voit des chiffres comme ça, est-ce qu'on ne vit pas dans une sorte de hantise, d'une peur permanente, au lieu que l'outil informatique devienne cet outil qui nous aide à avancer, mais que ça devienne finalement cet ennemi invisible, permanent, qui fouine dans nos affaires? Très bien, alors c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. C'est quelque chose qui a été souligné par la ministre des TIC et de l'Innovation du Rwanda, Paula Ingabire, ce matin, qui expliquait que le fait d'avoir l'avantage informatique doit pouvoir protéger d'un côté, mais aussi supporter tous les efforts qui sont faits pour contrer les fraudes. Et les fraudes, effectivement, ont été une peine
pour l'Afrique, non seulement ces dernières années, mais pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, l'autorité en charge des pièces d'identité, passeports et visas au Kenya a été la cible d'une attaque informatique. Et ça vous démontre que cette attaque peut être vraiment dommageable pour un gouvernement. Alors imaginez vous au niveau d'une entreprise, d'une banque ou d'un hôpital qui peut avoir des fuites de données. Donc c'est des pertes qui peuvent se mesurer en argent, bien entendu. Les moyens sont mis en charge en place au niveau national, régional, mais aussi international. On a eu l'intervention de la représentante de la Banque mondiale pour l'Afrique pour ce qui concerne la veille informatique et la protection des données. Il y a plus de 200 millions de dollars qui ont été disponibilisés pour soutenir la capacité humaine et infrastructurelle aussi en Afrique pour parer au challenge des dangers de la fraude notamment, mais aussi pour supporter l'éducation, la formation et la capacité des institutions publiques et privées à faire face à ces changements dans le monde du numérique. Peut-être avant de vous lâcher, j'aimerais savoir, aujourd'hui, est-ce que le continent africain a-t-il les moyens de sa politique? Parce que tout cela est bien beau, les intentions, les gros projets. Est-ce qu'avons-nous les moyens de nos politiques? Alors, les gouvernements en Afrique, c'est un tout, mais au niveau des régions, des pays, c'est une réalité. En ce qui concerne le Rwanda, c'est une réalité. Je parlais tout à l'heure donc de ce qui était mis en place par rapport à la conformité sur la protection des données personnelles à partir du 15 octobre 2023. Au niveau régional, nous avons donc Smart Africa qui est dirigé par Nancy Nakone et qui apporte ce travail de sensibilisation et de mise en place des infrastructures dans la région de façon vraiment effective. Et les 54 pays africains n'avancent pas d'un même pas, mais en tout cas, ils ont entre eux cette compréhension et cette vision qui mène à protéger les personnes et aussi à éduquer. C'est très important afin que personne ne puisse être victime des fuites liées à la protection des données personnelles. Donc c'est des choses qui sont concrètes, en tout cas en ce qui concerne le Rwanda et la région. Et l'agenda se poursuivra avec plus ou moins d'efforts pour chaque pays en Afrique. Et il est bien que vous n'êtes pas du domaine de la justice, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan de la législation, est-ce que sommes-nous, les clients, sont-ils protégés ou quelle est votre lecture, par exemple, par rapport à la législation en place pour la protection, que ce soit par des individus ou par des grandes entreprises avec lesquelles vous travaillez, comme chez USA et Partners? Oui, la législation est en place. Donc, en ce qui concerne le Rwanda, elle sera effective au 15 octobre et elle porte sur la protection des biens et des personnes. Donc, ça, c'est une réalité qu'on verra s'installer petit à petit. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut un énorme effort de sensibilisation, d'éducation, mais aussi de mise en place d'infrastructures et de formation du capital humain qui va comprendre cette nouvelle législation, mais l'implémenter et accompagner la population pour le plus de conformité possible au niveau des entreprises, au niveau des individus, mais aussi au niveau des institutions publiques. C'est très important, des ONG. C'est une approche inclusive qui mène justement à une compréhension de ces lois et à une réduction des fraudes liées justement à la malversation des bases de données ou des données personnelles qui peuvent être utilisées à des fins néfastes. Merci beaucoup, Victor Ndindi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication et vous êtes également consultant chez USA et Partners. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, Eddy. Voilà, je reviens à vous, Lucie, avant de vous lâcher. Est-ce qu'aujourd'hui,
les nouvelles technologies liées au développement de l'Afrique, c'est un pari pour l'Afrique. Est-ce que avons-nous, on peut sentir une volonté commune, autant pour d'autres domaines, de faire avancer le domaine de la technologie ensemble en tant que bloc? Alors, il y a justement cette volonté, déjà au niveau des législations. Comme je vous ai dit, il y a la législation de l'Union africaine. Il y a 41 pays d'Afrique, c'est déjà très important. Il y a des textes de loi qui sont en préparation. Donc, il y a aussi, là, on est au niveau de l'exécutif, de législatif. Maintenant, au niveau du judiciaire, il y a aussi cette volonté-là avec les juges, les avocats qui se forment sur la question. Il y a vraiment cette volonté de faire avancer la technologie en Afrique et de la faire avancer de façon à ce qu'elle ne nous impacte pas plus que ça. Parce que les chiffres sont là, c'est 41% du PIB africain qui est perdu à cause des cyberattaques. Et peut-être pour terminer, on parle des avocats d'une part, vous êtes avocate, mais les juges, aujourd'hui on voit des procès qui deviennent beaucoup plus compliqués quand les juges, par exemple, éprouvent d'énormes difficultés vu la nature des crimes donc liés à la cybercriminalité. C'est quelque chose qui ne fait pas forcément partie de leur quotidien ou de leur passé. Comment pallier à cette situation? Alors, comme je vous ai dit, il y a ce problème des textes de loi qui existent et on est très vite obsolète. Les juges, aujourd'hui, ils ont une réelle volonté de pouvoir réprimander ces criminels. Maintenant, comment faut-il faire quand on arrive au niveau où ce pourquoi l'infraction n'est pas écrite, il n'y a pas de jurisprudence. C'est une question où il faut revenir encore à l'éducation, à l'apprentissage. Sur les bases? Sur les bases. Repartir sur de nouvelles bases. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Lucie Pema, vous êtes avocate chez Right Justice Partner Law Firm. Merci beaucoup pour ces explications et surtout pour votre disponibilité. Merci. Voilà. On poursuit avec notre édition. Cette fois-ci, on change d'angle pour parler de l'environnement et surtout de la préservation avec des dirigeants au niveau des instances de base dans les districts de Nyamasheke et Karongi. Nous sommes à l'ouest du Rwanda, riverains du parc national de Nyungwe, qui ont donc visité ce mardi afin de mieux le connaître, ainsi mieux assurer sa protection. On suit cet élément et puis on revient tout à l'heure avec d'autres détails. La plupart de ces dirigeants au niveau des instances de base disent qu'ils observaient de loin cette réserve naturelle sans l'avoir visitée. Ils admettent que l'opportunité de la visiter leur a permis de beaucoup apprendre sur sa biodiversité et ont compris la nécessité de lui accorder toute l'attention qu'il faut et la préserver. On nous a montré qu'il y a des espèces animales qui ont disparu et qu'ils souhaitent les restaurer pour rétablir l'originalité du parc. Ce sont des nouvelles choses que j'ai apprises. J'ai même vu les restes de certains animaux et particulièrement, j'ai vu la canopée perchée à plus de 80 mètres dans l'air. C'est vraiment extraordinaire et en même temps effroyable. La première chose, c'est sensibiliser la population riveraine du parc de Nyungwe et leur montrer son charme et ce qu'on exige d'elle pour qu'elle puisse le protéger. Tous ceux avec qui nous sommes venus ici ont compris l'importance du parc national de Nyungwe. Notre district n'est pas à l'écart en ce qui concerne le partage des revenus que génère le parc de Nyungwe parce que nous proposons chaque année des projets qui bénéficient du soutien financier de la direction du parc. Je dirais qu'au cours du dernier exercice budgétaire, nous avons reçu plus de 106 millions de francs rwandais utilisés dans la construction des logements des citoyens.
La direction du parc national de Nyungwe a en effet initié ce programme pour que les dirigeants au niveau des instances de base puissent le connaître et qu'à leur tour, ils sensibilisent la population à l'apprécier, le préserver et le visiter. La direction du parc national de Nyungwe indique que depuis que la pandémie de Covid-19 a été maîtrisée, le nombre de ceux qui visitent le parc a augmenté et qu'elle espère qu'au terme de cette année, elle aura accueilli plus de 20 000 touristes. Elle envisage en outre d'élargir les activités touristiques et construire des hôtels pour le développement du tourisme dans cette partie du pays. Toujours en rapport avec l'environnement et la réserve naturelle du parc, la réserve naturelle donc de Nyungwe au sud-ouest du Rwanda reste l'un des innombrables sites protégés qui font la richesse du continent africain. Ces réserves naturelles sont largement utilisées dans la médecine traditionnelle dans plusieurs pays africains. Robert Dessous du Bénin nous donne l'exemple de son pays. Nous l'avons donc rejoint dans la 26e édition de l'exploitation internationale du Rwanda qui vient de s'ouvrir à Kigali. Robert Dessous, Farako Center, Bénin. La médecine traditionnelle est très avancée que nous avons une association nationale qui regroupe tous les praticiens au Bénin. Et chaque département, chaque village a son jardin botanique que nous exploitons pour la composition de nos produits. Alors, un praticien béninois qui doit sortir du territoire du Bénin et aller ailleurs doit être reconnu par l'État. Moi, j'ai ma carte qui est là. Et tout produit qui doit sortir également doit passer par la DANA, la Direction de l'alimentation nutritionnelle appliquée. Là, c'est cette direction-là qui va approuver l'efficacité des produits et qu'on peut sortir avec et traiter nos patients dans nos pays voisins. Un praticien béninois, s'il veut vraiment être un praticien qui soit reconnu par l'État, doit mettre sa famille en exercice. C'est-à-dire quoi? Lorsque je prends mon produit-ci, que je fais ma dose, je dois utiliser. Ma femme doit utiliser. Mes enfants doivent utiliser. Mes frères, mes oncles. Et c'est par là que je vois que oui, ça là, c'est bon. Et j'amène au laboratoire pour tester. Et c'est le laboratoire qui va me dire maintenant, tel plan que tu as utilisé est trop, diminue un peu. Tel plan que tu as utilisé, c'est bon, garde comme ça. Et on fonctionne de cette manière. L'Afrique a beaucoup de richesses. Et la personne qui se traite avec les plantes vit très longtemps. Nous sommes une complémentarité de la médecine moderne. Il y a des maladies que la médecine moderne n'arrive pas à traiter, alors que la médecine naturelle arrive à traiter. On se cohabite, on est ensemble. Voilà, on se complète. Ça, on veut ou pas, on se complète. Voilà. Donc, la particularité qui est là, nos produits naturels, qui a été contrôlé par une direction de laboratoire, n'a pas des effets secondaires. C'est donc par cet élément que nous clôturons notre édition. Mais avant de vous quitter, et pour ceux-là qui nous ont pris en vol, voici les titres qui ont constitué l'essentiel de notre édition. Avec les opérations de lutte contre des attaques cybernétiques qui occasionnent des dépenses de l'ordre de 4 milliards de dollars américains chaque année. C'est en tout cas les propos du directeur général de Smart Africa, Lansina Conté, lors de l'ouverture de la conférence sur la cybersécurité sur le continent africain. Et puis la réserve naturelle des Nyungwe au sud-ouest du Rwanda reste l'un des innombrables sites protégés qui font la richesse du continent africain. À toutes, à tous, merci beaucoup pour votre fidélité et surtout grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa et à mon nom propre Eddy Sabiti. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.